Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Bienvenue dans le dernier épisode de notre mini-série sur le cancer du sein, enregistré en l'honneur du mois d'Octobre Rose. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir à nouveau Jenny-Claude Milochaud, chirurgienne sénologue à l'Institut du Sein Paris, qui apportera son expertise précieuse sur le sujet. Mais aussi Sandra, une courageuse patiente qui a généreusement accepté de partager son parcours émotionnel et inspirant face au cancer du sein. Et cet épisode offre une perspective unique combinant l'expérience médicale et le récit personnel. Rejoins-nous pour une conversation informée et émouvante à travers le courage, la résilience et l'espoir qui émergent dans le combat de Sandra contre le cancer du sein. Et on t'informe qu'exceptionnellement, je n'étais pas présente pour cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et nous poser toutes les questions que tu veux. On te souhaite une bonne écoute. Bonjour Jenny-Claude et bonjour Sandra et surtout bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve les filles pour parler du cancer du sein et plus particulièrement pour écouter le témoignage de Sandra qui elle a eu un cancer du sein, qui nous expliquera justement son parcours. Juste avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Jenny-Claude par exemple, tu peux commencer. Alors moi je m'appelle Jenny-Claude Milochaud, je suis chirurgienne sénologue, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans la prise en charge du cancer du sein et de la reconstruction mammaire et je travaille à l'Institut du Sein Paris. Très bien, et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, Jenny-Claude a déjà participé à un épisode avec nous. Donc Sandra Arnelin, j'ai 47 ans aujourd'hui, maman d'un petit garçon qui a 4 ans, mariée. J'ai connu Jenny-Claude l'an dernier. Lorsque j'ai appris mon cancer du sein, j'ai contacté l'Institut du Sein et c'est donc elle qui m'a prise en charge et qui m'a suivie depuis. Tu as eu ou tu as toujours un cancer du sein ? On dit que je suis en rémission. Pour moi, je suis guérie déjà, parce qu'en fait, Jenny-Claude a fait le nécessaire. Elle m'a opéré effectivement d'un sein l'année dernière. Et en fait, je n'ai pas eu de soins par la suite. Alors, ce que j'entends par soins, c'est la chimio, la chimiothérapie. Donc, je n'ai pas eu de chimiothérapie, ni d'hormonothérapie. Ça a été ma chance dans l'histoire, en fait. Et donc, du coup, j'ai juste eu une ablation du sein. Et en fait, par la suite, il y a juste des contrôles que je dois faire réguliers tous les ans. Mammographie, échographie, de façon à vérifier si tout va bien. Jenny-Claude, est-ce que tu peux nous expliquer, on n'est pas forcément obligé de passer par la chimiothérapie, l'hormonothérapie, on peut dans certains cas juste avoir l'ablation, c'est ça ? Effectivement, donc dans le cas de Sandra, elle avait un cancer qu'on appelle in situ. Et du coup, en fait, c'est un cancer qui se guérit essentiellement par chirurgie. Et quand on ne conserve pas le sein, ce qui est le cas de Sandra où il y a eu une mastectomie, il n'y a pas besoin de radiothérapie complémentaire. Parce que tous les cancers du sein sont différents et ne nécessitent pas les mêmes traitements. Donc, dans son cas, l'ablation de la glande mammaire en totalité était le seul traitement nécessaire. Elle avait une maladie peu agressive en termes de cancer, mais par contre, qui était étendue dans le sein. Et c'est pourquoi on devait passer par un traitement radical. Elle a pu bénéficier dans le même temps d'une reconstruction et donc elle a bénéficié d'une reconstruction mammaire immédiate. Donc la reconstruction mammaire immédiate, c'est on retire le sein et pendant l'opération, enfin après du coup l'ablation, on reconstruit immédiatement le sein, c'est ça ? Effectivement, au cours de la même intervention, il y a le geste de guérison qui est la mastectomie où on enlève l'ensemble de la glande mammaire, parfois avec l'aréole, parfois sans l'aréole qui peut être conservée. Et on remplace ce volume le plus souvent, dans 80% des cas, par une prothèse, mais ça peut être aussi par un lambeau. Déjà, ça, c'est beaucoup plus clair. On en sait un petit peu plus. Sandra, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours, à commencer par comment est-ce que tu as découvert que tu avais un cancer du sein ? Alors, déjà, en signe d'alerte, j'ai envie de dire, depuis 2 ans avant la découverte du cancer du sein, je sentais une fatigue anormale.
Et je cherchais littéralement pourquoi j'avais cette fatigue. Et donc, du coup, j'ai fait beaucoup d'analyses qui n'ont pas été vraiment très probantes, en fait. Et je n'avais pas fait de mammographie les 2-3 dernières années, les 2 dernières années avant, en fait, la découverte du sein. Ce que j'aurais dû faire, en réalité, parce que j'avais eu mon fils donc 3 ans auparavant. L'année où j'étais en procédure de PMA, donc pour pouvoir procréation assistée. Et en fait, lors de cette PMA, l'un des protocoles du médecin a été de m'orienter pour faire une mammographie. On avait détecté un petit quelque chose, mais qui était pas, il fallait juste quand même que je refasse une mammo, chose que je n'ai pas faite parce que par la suite je suis tombée enceinte. Et du coup, avec l'allaitement, tout ça, je me suis dit, je ferai ça après. La chance dans mon histoire, c'est qu'en fait, comme Jenny Claude l'a expliqué, j'ai eu un cancer qui n'était pas agressif, mais je pense que ça datait déjà d'un petit moment en réalité, que ça s'installait au fur et à mesure. Donc voilà, et donc par la suite, j'ai découvert que j'avais ce cancer avec la palpation personnelle. Un jour, je me suis mise à chercher et j'ai trouvé quelque chose après un bon moment et du coup c'est arrivé juste avant de partir en vacances. Je partais, donc j'habite en Martinique, je partais sur la métropole et là quand j'ai senti une boule, j'ai fait ah mince, va falloir que tu sois courageuse. Donc en fait j'ai eu une intuition quand même que ça pouvait être ça. Et par la suite, donc j'étais partie sur Montpellier pour voir des amis tout simplement. Et en fait, quand je lui ai expliqué mon cas, mon amie elle m'a dit je te prends tout de suite un rendez-vous pour faire le nécessaire, écho mammo, tu n'attends pas le retour. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et ça a été très vite en fait. Mais déjà dans le suivi protocolaire, alors je sais pas si ça se passe partout pareil, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'avais une préparation quelque part psychologique parce que lors de l'échographie, de la mammographie, on vous dit au fur et à mesure les étapes. Donc, quand on voit un premier médecin qui nous dit « Bon, alors, on va passer à la suite. Je peux pas vous laisser partir comme ça. » Et par la suite, vous aviez prévu quoi? Donc, on commence à cogiter, on commence à se sentir quand même quelque part un peu préparé, même si on n'est jamais préparé à 100% à cette nouvelle-là, très honnêtement. Mais disons que le suivi a fait que, au fur et à mesure, je comprenais que il y avait des chances que ça soit ça. Et en fait, donc j'ai fait le protocole classique, échographie, mammographie, comment on appelle ça, Jenny Claude? Une macrobiopsie. Une macrobiopsie, merci, pour en fait étudier les tissus, c'est ça, et pour vérifier effectivement s'il s'agit d'un cancer. Donc au bout de 10 jours, j'ai pu avoir au mois d'août. Donc, faut saluer quand même certaines équipes qui, au mois d'août, travaillent d'arrache-pied. Et donc, au bout de 10 jours, j'ai eu ma réponse et je ne savais pas vraiment vers qui m'orienter. J'ai tapé sur Internet. C'est mon mari qui a tapé sur Internet, qui est tombé sur l'Institut du sein, m'a dit, eux, ils ont l'air très bien. On appelle. Puis, sur un conseil de ma marraine, elle m'a dit, il faut que tu contactes l'Institut du sein. Donc, j'ai eu 2 sons de cloche. Institut du sein, donc du coup je me suis orientée vers eux et donc c'est Jenny Claude après qui m'a reçue et donc qui m'a annoncé de façon j'ai envie de dire, enfin moi ça a été la bonne façon pour moi en tout cas. Elle a été très claire dans son discours. Elle m'a dit écoutez voilà effectivement donc vous avez un cancer, donc elle m'a expliqué ce qu'elle vous expliquait tout à l'heure, institut etc, qui n'est pas agressif. La bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir vous guérir. La mauvaise, c'est qu'il va falloir vous enlever un sein. Voilà. Voilà, c'est le paradoxe de certaines pathologies. Il y a des cancers qui vont être petits mais très agressifs, qui vont nécessiter vraiment des traitements plus invasifs, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, voilà. Et des traitements et des cancers qui sont eux moins agressifs mais par contre très étendus. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit paradoxe que les patientes ont du mal à saisir, mais Sandra l'avait très bien saisi et je pense qu'elle avait retenu l'information importante, c'est que l'objectif qu'on était sûr d'atteindre était la guérison et on y est aujourd'hui. Et Sandra, toi, comment tu t'es sentie quand Jenny Claude t'a dit que voilà, tu avais un cancer du sein et que c'était tel cancer? Qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi? Parce que du coup, tu dis que
petit à petit, avec les examens que tu as fait, ça te prépare un petit peu psychologiquement, mais effectivement, comme tu l'as rappelé, on n'est jamais vraiment préparé à cette annonce. Comment tu te sens, toi, au moment où Jenny Claude, elle t'annonce ça? Alors c'est pas elle qui m'a annoncé ça, hein. La première, c'est en fait c'est après les résultats d'analyse de la biopsie. Donc c'est eux qui vous disent qui vous donnent les résultats. En plus, moi je l'ai fait par téléphone parce que je lui avais dit que je devais monter sur Paris, donc je lui ai dit je le ferai par téléphone. Elle m'a dit ok si vous êtes d'accord avec ça, donc je l'ai fait par téléphone. Donc voilà. On n'a pas envie d'entendre cette nouvelle-là à la base. C'est une évidence. Après, j'étais entourée, j'avais mon mari, mon fils qui était là. Alors mon fils, il a 3 ans évidemment, il comprenait pas tout ce qui se passait. Mais j'ai envie de dire, mon mari m'a très rapidement dit bon écoute, on prend les rendez-vous et après qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue les vacances? Je lui dis oui, on va continuer les vacances. Parce qu'en fait, une fois que les choses ont été mises en place en termes de rendez-vous, ce qui a été quand même assez rapide, bon, il y a eu des petits cafouillages dû au fait qu'en réalité, c'était moi, j'avais besoin d'intégrer quand même tout ça et qu'il fallait que je prenne certaines décisions, comme est-ce qu'on refait une reconstitution mammaire, à quelle date on opère, est-ce que je devais revenir en Martinique, faire la rentrée de mon fils, parce que ça tombait au point de vue scolaire, il faisait sa première rentrée à la maternelle. Donc, il y avait toutes ces questions-là. Et puis, finalement, on prend la décision je suis là pour moi et je le fais pour moi. Donc, le plus vite que possible, je me fais opérer. Et derrière, voilà, si je suis pas là pour mon fils derrière, ça ne servira à rien. Donc, on y va. Ma réaction, ça a été celle-là. Ça a été de continuer à me remplir, j'ai envie de dire, du maximum de joie que je pouvais et du temps en famille, puisque mon fils allait repartir avec mon époux qui allait forcément faire sa rentrée. Donc, je suis restée sur Paris et donc, j'ai cherché au maximum à me faire entourer. Voilà. Du coup, là, quand Jenny Claude te dit, voilà, pour guérir, il faut faire l'opération, après, on te parle aussi de reconstruction. Dans l'ordre, un petit peu, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, du coup, quand tu as vu Jenny Claude la première fois, ensuite, vous avez directement programmé l'opération. Comment ça s'est passé dans les jours, les semaines qui ont suivi? J'ai dû quand même prendre le temps de la réflexion par rapport à la date. Elle me proposait quand même des dates assez rapprochées. Je crois que finalement, on a pris l'option de 15 jours après, si je me souviens bien. 15 jours après, plutôt qu'un mois après. Et je me suis dit, comme je vous disais, vaut mieux y aller maintenant parce qu'après, je vais trop cogiter et c'est pas bon. Voilà, j'avais besoin de ce temps de réflexion là forcément, mais j'ai pas pris un gros temps de réflexion non plus. Et derrière, par rapport à la reconstruction mammaire, ça a été un peu compliqué pour moi parce que j'avais une petite poitrine et que je me posais vraiment la question est-ce qu'il fallait pas. Et puis je me suis dit quand même pour la féminité, quand tu iras à la plage, ça sera quand même différent dans ton corps. Et donc du coup, j'ai opté pour effectivement la reconstruction mammaire. Après, c'est vraiment un ressenti personnel, je pense, parce que il y a des femmes qui choisissent cette option, d'autres pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, la technique a tellement bien évolué qu'en fait, déjà au point de vue technique, on est quand même assez rassuré parce que ça peut se faire déjà tout de suite, ce qui n'était pas forcément le cas il y a plusieurs années. En tout cas en France, d'après ce que j'ai compris. Et bon, l'Institut du sein est réputé pour ça, donc j'ai pas hésité trop longtemps. Si je peux intervenir, je pense que du coup, Sandra abordait 2 thèmes. Le premier thème, c'était les hésitations, la date. Forcément, on vous tombe un peu dessus, on vous annonce, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête quand on vous annonce un cancer du sein. C'est prévu dans le programme de personne dans sa vie de s'organiser pour un cancer du sein, les examens, la chirurgie. Donc, c'est vrai qu'elle parle de cette hésitation. D'un côté, on a envie de foncer parce qu'on a envie de guérir, mais d'un autre côté, il y a notre vie de femme où on doit s'organiser parce qu'on pense au travail, on pense aux enfants, on pense à la famille. Donc, c'est vrai que les femmes, c'est un moment où elles ont énormément de pression parce qu'elles doivent faire des choix. Et tenir compte en même temps, certes d'elles, mais de tout le reste du monde qui les entoure.
Donc on essaye en tout cas de les accompagner au mieux pour ces choix, pour les guider, pour les aider à sauter le pas. Et puis c'était encore plus difficile pour Sandra qui effectivement avait ce problème de distance et habitait en Martinique, même si nous, en tant qu'équipe spécialisée dans le sein, on a l'habitude de gérer les patients à distance. Mais pour les patients qui n'habitent pas sur Paris, c'est encore plus difficile en termes d'organisation. Donc là, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la reconstruction. C'est pareil, on se dit, est-ce que je dois faire le choix de la reconstruction, pas me reconstruire? Toutes les femmes, enfin quasiment toutes les femmes vont être tentées par la reconstruction, mais est-ce qu'après c'est un vrai désir? Ça, c'est la seconde question qu'elles vont se poser et c'est pas forcément un désir pour toutes. Parce que la poitrine, le sein n'a pas la même place pour chacune dans son existence, sa sexualité, sa sensualité, dans l'habillage. Et donc, il faut pas se sentir obligé d'accepter une reconstruction parce qu'on vous la propose. Mais par contre, le médecin doit vous la proposer, le chirurgien doit vous la proposer à chaque fois qu'elle est possible pour que vous puissiez faire votre choix vraiment en connaissance de cause, de toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc, Sandra, je pense qu'elle a opté pour la reconstruction et qu'elle ne le regrette pas. Mais ce qui est important, c'est que ce soit un choix vraiment personnel et pas imposé par l'équipe médicale. Et je pense que voilà, je prête beaucoup d'attention au choix de la patiente et qu'est-ce que ça va lui apporter et quelle est la place finalement de ce sein dans sa vie de tous les jours. Petite question du coup, Jenny-Claude, sur la reconstruction. Si la patiente choisit de ne pas faire une reconstruction immédiate, est-ce qu'il peut y avoir une reconstruction plus tard? Bien sûr, dans tous les cas, même si on refuse une reconstruction mammaire immédiate qui était possible ou lorsque cette dernière n'est pas possible, il est toujours possible de reconstruire en différé. Du coup, Sandra, une fois que les dates sont posées, l'opération est faite, comment tu te sens du coup dans ce, peut-être pas nouveau corps, mais en tout cas avec cette nouvelle poitrine? Alors, Jenny-Claude m'avait déjà un peu préparé quant aux sensations, parce que c'est vrai on a peur d'avoir mal, etc. Et donc, en fait, elle m'avait bien expliqué en me disant, ce sera une gêne, plus qu'un vraiment une douleur, parce que c'est vrai qu'on a un nouveau corps, en fait, à l'intérieur, et donc, du coup, il faut l'apprivoiser, il faut redécouvrir, en fait, ce nouveau corps. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai pas eu de douleur particulière après l'opération. Simplement, effectivement, une réappropriation du corps qui doit se faire au fil des mois, j'ai envie de dire, parce que ça bouge, parce que bon voilà, puis il y a aussi la rééducation qui est nécessaire pour pouvoir assouplir la prothèse, etc. Donc en fait, il y a vraiment un temps nécessaire pour ce nouveau corps en fait. Oui, du coup, ça se fait aussi progressivement. J'imagine que ça prend un petit peu de temps aussi d'apprivoiser ce nouveau sein et que ça se fait pas du jour au lendemain. Donc les patientes, effectivement, vont mettre plus ou moins longtemps à s'adapter à ce nouveau corps. Alors, il y a peu de douleurs en post-opératoire grâce à l'amélioration des analgésies, notamment en péropératoire. On va faire ce qu'on appelle maintenant des PEX blocs qui vont en fait bloquer les muscles qu'on a soulevés pour mettre la prothèse et faire la reconstruction. Ce qui fait que les patientes, comme le décrivait Sandra, finalement se réveillent plutôt confortables avec une gêne, parce qu'on a quand même fait de la chirurgie, donc on peut pas dire qu'elles ne ressentent rien. Mais c'est pas de la douleur. Et la plupart des patients vont ressortir avec du Doliprane et des anti-inflammatoires et pas plus. Donc c'est vraiment des traitements antalgiques légers par la suite. Par contre, il faut qu'elles acceptent cette sensation un petit peu de gêne, un peu l'impression d'être compressées dans leur thorax parce que voilà, les muscles ont été soulevés. Donc il y a de nouvelles sensations. Donc c'est vrai que j'essaye de préparer au maximum mes patientes à ces nouvelles sensations, parce que si elles sont surprises, qu'elles ne s'y attendent pas, elles vont associer ça souvent à de la douleur. Et en fait, c'est pas de la douleur, c'est un nouveau schéma corporel qui se définit. Par la suite, va y avoir un travail aussi d'assouplissement, de mobilisation de la prothèse pour essayer que voilà la prothèse ne soit pas trop figée et bouge un petit peu avec les mouvements de la patiente. Mais
qui restera toujours en cas de mastectomie, c'est une perte de la sensibilité, en tout cas de la sensibilité fine. Et ça, j'avertis toujours mes patientes parce que il y en a pour qui le sein a une forte importance dans la sexualité. Et c'est vrai que ça peut être assez perturbant d'avoir des sensations très différentes sur un sein sain et sur un sein reconstruit. Et puis, bah, il y en a d'autres qui vont s'en amuser. Donc, voilà. Mais en tout cas, il faut que les patientes soient averties. Mais du coup, après, c'est un petit peu du cas par cas. Chacun se réapproprie son sein de la façon qui lui est propre. Voilà, mais du coup, vous proposez un vrai accompagnement là-dessus. En tout cas, j'essaye d'informer vraiment au mieux les patientes. Alors après, on peut pas tout dire parce que les temps de consultation sont forcément limités. Bien Mais en sûr. tout cas, j'essaye de donner le maximum d'informations. Et il y a que Sandra qui peut faire le retour si elle a eu assez d'informations ou pas. Alors déjà, je tiens à signaler que c'est vrai qu'avant que la date ne soit posée, je lui ai envoyé un email long comme voilà. Et elle m'a dit stop, on va pas prévoir la date d'opération tout de suite. J'ai vraiment besoin que vous soyez à l'aise avec toutes ces questions, qu'on les détaille bien, une à une. Et j'étais déjà partie en Suisse, en haut d'une montagne. Je me souviendrai toujours de ça. On a fait un Zoom où on a débriefé pendant 1 heure. Et parce que ces questions étaient importantes et il fallait vraiment que je les pose. Et en fait, par la suite, ça a été pareil. Dès que j'ai eu vraiment des questions ou des choses voilà, des questions qui sont importantes pour nous par la suite, parce que on voit les choses au fil de l'eau. Bah, elle était là pour y répondre. Donc c'est l'essentiel parce que comme elle disait tout à l'heure, chaque femme aura ses questionnements et et donc c'est le plus important. Après, le suivi psychologique, j'ai envie de dire, c'est encore autre chose. Si on estime qu'on a peut-être besoin d'un suivi professionnel psychologique particulier, pourquoi pas? Voilà, faut tout faire pour aller dans le mieux, tout simplement, pour se réapproprier sa nouvelle vie. Du coup, Sandra, je reviens à toi concernant un petit peu ton ressenti, etc. Jenny-Claude parlait un petit peu des sensations qu'on peut ressentir après la reconstruction, etc. Notamment pour, comment dire, la perte de sensibilité fine. Est-ce que toi, dans ta vie intime, avec ton mari, etc., ça a pu avoir un impact? Et dans ces cas-là, comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu besoin d'être accompagné? Comment parce que du coup, j'imagine que déjà, il faut se réapproprier son corps et après, quand on a une relation avec quelqu'un, peut-être aussi que c'est aussi un autre niveau voilà, que l'autre se réapproprie aussi peut-être la vision de ce nouveau sein. Comment ça se passe? Alors, bon, je ne peux que parler de mon cas, mais c'est vrai que déjà la nouvelle, enfin pour le conjoint, ça a été forcément pas évident, parce qu'il a fallu gérer par la suite bah, le rôle de parent. Et puis effectivement, la sensualité, la sexualité. Ça a été plus moi qui a eu des difficultés par rapport à ça. J'ai eu de la chance d'avoir un époux qui, lui, bah, en fin de compte, a très bien pris les choses et m'a accompagnée à ce niveau-là. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de femmes où c'est une difficulté vraiment parce que bon ben il y a un temps d'adaptation aussi pour les hommes et qui n'est pas toujours simple. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est important de s'entourer. Moi, le réflexe que j'ai eu en revenant en Martinique, c'est de prendre contact avec une association qui s'appelle Amazon et qui s'occupe des femmes qui sont passées par le cancer, notamment du sein. Enfin, en tout cas, celle qui a créé le mouvement, elle était passée par là. Et je me suis bien rendu compte en échangeant avec les femmes que c'était loin d'être évident pour toutes dans le couple. Donc l'accompagnement peut être parfois très utile avec un sexologue. Donc faut pas hésiter à consulter dans ces cas-là. D'accord. Et du coup, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté Là, tu nous parlais de l'association. Est-ce que selon toi, c'est vraiment, moi je vais pas dire obligatoire, mais tu recommandes d'être accompagné par une asso, en parler avec les autres, ça fait du bien aussi? Alors, ça n'a pas duré très longtemps en fait. Ça a été une très belle rencontre.
Je me suis même proposée pour les aider dans leurs actions et tout, mais je pense qu'elles étaient déjà bien organisées et que, bon, par la suite, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas encore fait des actions vraiment ensemble. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien d'être en contact avec ces courageuses parce qu'en fait, quand on rencontre d'autres personnes, déjà, ça nous permet de nous situer par rapport à notre chance parce que moi, je pars toujours du principe que ça peut toujours être pire ailleurs et effectivement, on se rend compte que bah moi j'ai eu de la chance par rapport à mon parcours parce que par exemple, j'ai pas eu de soins, ce qui n'était pas le cas d'autres parce que il y en a qui se sentaient vraiment complètement isolés, ce n'était pas mon cas. Et puis le fait d'aider en fait, de passer par une entraide, ce qui a quand même été le cas parce qu'elles m'ont mis en contact avec des personnes qui elles m'ont demandé si ça me dérangeait pas de suivre une ou deux personnes comme ça par rapport à ce qui m'était arrivé et qui partaient en métropole et tout. Euh, donc voilà, je pense que c'est important finalement, enfin pour moi, le fait d'avoir pensé aux autres, ça m'a aidé. Et le fait d'avoir rencontré des femmes qui sont passées par là et de voir leur courage, je trouve que c'est aidant et puis ça relève la fierté en fait. Bien sûr, j'imagine. Du coup, je voulais revenir un petit peu après ton opération. Comment ça se passe l'après? Est-ce qu'il y a un suivi particulier? Est-ce que tu continues de voir, par exemple, Jenny-Claude? Comment ça se passe pour toi, la suite après l'opération et la reconstruction? Est-ce que je continue à voir Jenny Claude? Oui, sinon je serais pas là. À faire cette interview avec vous, c'est un plaisir parce que humainement, elle est top. Non seulement c'est un très bon médecin, mais en plus humainement, je crois que voilà, faut souligner qu'elle est exceptionnelle. Et donc, du coup, alors oui, le suivi de toute façon, elle l'impose, hein, quasiment, parce que on s'est vu un an après, et puis on reprogramme déjà le rendez-vous quasiment de l'année d'après. Parce que même si je suis en Martinique, je peux faire effectivement un suivi gynécologique tous les 6 mois auprès de ma gynécologue. Elle fait une palpation. Bon, elle regarde quand même si tout va bien, mais tous les ans, mammo, écho, IRM obligatoire. Donc, je ne loupe pas mon rendez-vous et c'est voilà, c'est important. C'est important aussi de se sentir suivi, hein, c'est Oui, sûr. bien sûr, bien sûr. Jenny-Claude, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'importance d'avoir des rendez-vous, du coup, là, pour Sandra, tous les ans? Est-ce que c'est le même délai entre chaque rendez-vous, entre chaque imagerie, pour surveiller justement l'apparition éventuelle, voilà, d'une rechute ou comment ça se passe? C'est quoi le suivi? Quels sont les risques de rechute aussi? Est-ce que ça arrive à tout le monde ou pas forcément? Alors, le suivi après cancer, il est classique, hein, c'est un examen clinique tous les 6 mois et une imagerie qui va être annuelle, qui va contenir une échographie, une mammographie pour la majorité des patientes et une IRM pour certaines autres patientes, comme par exemple les patientes mutées ou qui ont un très haut risque ou dont le cancer avait été découvert initialement sur l'IRM. En tout cas, dans des cas particuliers. Il permet effectivement de dépister précocement les récidives, fort heureusement. Fort heureusement, la plupart des cancers ne vont pas récidiver et ils vont guérir. Et c'est ce qui fait la beauté de mon travail, c'est que on prend les femmes à un moment très difficile. Elles ne voient pas encore la guérison, elles voient tout noir. Et moi, je vois déjà la lumière derrière, je vois la guérison. Donc, c'est ce qui est beau. On guérit dans plus de 90% les cancers qui sont détectés précocement. Même pour les lésions très précoces, ça peut aller jusqu'à 99% de guérison. Après, malheureusement, il y a aussi des patientes qui ont des cancers détectés à un stade plus avancé. Alors là, effectivement, il y a un peu plus de risque de récidive, mais il n'est pas du tout de 100%, donc il faut absolument se faire traiter et faire l'ensemble des traitements pour aller vers la guérison. Est-ce que tu peux nous expliquer, et un terme que tu as dit, les patientes mutées, qu'est-ce que c'est?
Alors, les patientes mutées, c'est pas qu'elles sont devenues aliens, c'est des patientes qui ont une mutation génétique, c'est-à-dire que dans leur gène, elles ont une mutation, et on a entendu beaucoup parler d'Angelina Jolie avec les mutations BRCA1, BRCA2, qui sont les plus connues, mais il y en a d'autres. Et en fait, ce gène va prédisposer au cancer du sein et de l'ovaire. Donc, c'est souvent dans des familles où il y a plusieurs cas de cancer ovaire ou sein, avec des patientes qui sont atteintes à un âge jeune. On va alors lancer une enquête oncogénétique, qui est donc la recherche de ce fameux gène muté. Quand est-ce qu'on se dépiste, comment on pratique l'autopalpation, vers qui on se tourne si on a des doutes sur un éventuel, je sais pas, une masse, voilà. Alors, l'autopalpation, l'auto-examen de ces seins, on peut les débuter à partir de 20 ans. L'important, en fait, ça va être de s'approprier son corps, de le connaître, de connaître sa poitrine pour détecter précocement toute apparition de masse dans le sein. On va s'examiner l'ensemble du sein, on va aussi examiner le creux axillaire et le mamelon. Et si on voit une modification cutanée, si on palpe une boule ou s'il y a un écoulement, et ben alors il faut consulter un professionnel de santé. Le dépistage par les professionnels de santé commence par un examen clinique à partir de 25 ans. Normalement, annuellement, à partir de 25 ans, vous devez être examiné, soit par un médecin traitant, soit par un gynécologue, soit par une sage-femme. Si eux palpent une masse ou s'ils observent une modification du sein, pareil, des examens complémentaires seront réalisés, notamment à type de mammographie et d'échographie. Et l'autre ligne de dépistage, c'est le dépistage organisé qui débute, lui, à partir de 50 ans par une mammographie tous les 2 ans. Mais à côté de ça, il peut y avoir un dépistage aussi individuel qui sera donc vraiment personnalisé à la patiente, soit parce qu'elle est mutée, soit parce qu'elle a des antécédents dans la famille, et alors on pourra éventuellement avancer l'âge de dépistage par mammographie. Mais ça, c'est un échange avec votre médecin et donc une décision commune qui sera prise. Ok, c'est toujours bien de le rappeler du coup, et en plus vu qu'on est dans Octobre Rose, ça sera nickel. J'avais une petite question, parce qu'on a des idées reçues de temps en temps. Je voudrais savoir, Sandra, toi qui es passée par là, la mammographie, est-ce que ça fait mal? J'allais y venir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui n'y vont pas parce qu'elles estiment que ça leur fait trop mal et elles n'y vont pas. Et aujourd'hui, évidemment, après être passée par là, je ne peux que conseiller d'y aller, d'autant plus que non, ça ne m'avait pas fait mal. Alors franchement, c'est personnel à chaque femme. Mais je pense que Jenny Claude va peut-être me dire ce qu'elle en pense, mais il me semble qu'il y a des techniques peut-être, des appareils aujourd'hui qui peut-être permettent moins d'avoir mal. En tout cas, je sais que je connais des amis qui sont passés par tel endroit et ça leur faisait pas mal, alors qu'ailleurs, ça leur avait fait mal. Donc, est-ce que c'est peut-être une question aussi de geste maîtrisé par le praticien, celui qui fait la mammographie, ou est-ce que c'est uniquement l'appareil? Je ne peux pas vous dire, mais personnellement, je n'ai pas eu mal et j'ai presque envie de vous dire, même si ça faisait un petit peu mal, il vaut mieux peut-être ça plutôt que de découvrir par la suite un cancer et que ça soit trop tard et que ça bouleverse une vie et la vie de toute une famille. Donc, je ne peux aujourd'hui que conseiller de faire cette fameuse mammo. Il faut pas croire que ça n'arrive qu'à un certain âge, comme le disait Jenny. Moi, j'ai été surprise d'apprendre qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient concernés à partir de 20 ans. Et donc, du coup, c'est important qu'on ait ce réflexe en tant que femme de se protéger en faisant la mammographie et en faisant la palpation au moins. Donc effectivement, bon, alors après, moi je suis pas spécialiste des machines, ça il faudrait s'adresser au radiologue, mais je pense que la douleur de la mammographie, elle est multifactorielle. Ça peut effectivement dépendre de la machine, ça peut dépendre effectivement de la personne qui vous réalise l'examen, ça dépend aussi de vos seins, hein. Parfois, il est pas facile de mettre des petits seins entre les deux plaques, ou au contraire, quand vous avez des seins très volumineux, déjà sensibles, c'est sûr que la mammographie n'est pas forcément un examen très agréable. Mais le dernier facteur
pour la sensation de douleur. Je pense que c'est la préparation psychologique de la patiente. Est-ce qu'elle est convaincue que cet examen peut lui rendre service? Si elle est convaincue, bah, elle vivra forcément mieux cet examen. Si elle n'en est pas convaincue et qu'on lui a un peu forcé la main, toute gêne sera ressentie comme douloureuse. Et comme le concluait Sandra, je pense qu'il faut avoir en tête que même s'il y a une petite gêne, même si c'est pas forcément très agréable, on va pas dire le contraire, il y a plus agréable, mais vraiment, c'est rien comparé à laisser évoluer un cancer. Si vous le dépistez précocement, vous allez vous éviter des traitements lourds, bien plus lourds qu'une mammographie. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Bien sûr, je partage, enfin, je comprends tout à fait. C'est vrai que pour être patiente, pas pour un cancer du sein, mais d'avoir l'habitude des hôpitaux, des imageries, etc., c'est vrai que des fois on s'en fait toute une montagne, mais effectivement, le fait d'avoir la possibilité de dépister quelque chose avant qu'il soit trop tard, c'est vrai que finalement l'examen paraît minime à côté de ce qui pourrait nous arriver si on ne le faisait pas. Donc c'est bien vraiment de le rappeler. Effectivement, ça dépend de chaque femme, la douleur qu'on peut ressentir ou pas. Mais c'est vrai que voilà, il vaut mieux faire une mammo et qu'il n'y ait rien ou qu'on dépiste quelque chose assez tôt pour pouvoir le soigner au mieux plutôt que de reculer parce qu'on a peur d'avoir mal ou parce que simplement on a peur du résultat et de se retrouver avec des traitements qui sont beaucoup plus lourds comme vous nous l'expliquez. Les filles, est-ce qu'il y aurait un conseil que vous aimeriez, un ou des conseils que vous aimeriez donner aux personnes qui hésitent à se faire dépister ou même aux personnes, Sandra, toi du coup qui est passée par là, aux personnes qui ont un cancer du sang? Bah, le dépistage, voilà, je l'ai dit, hein, je pense que faut pas hésiter, faut le faire. Dès que le gynéco, on passe par le gynéco, bah, derrière, on demande la prescription d'une mammo et on y va et on se pose pas de questions parce que ça peut nous sauver. Donc allez-y, c'est important. Et puis encore une fois, bon, même si on en guérit, on peut en guérir très bien du cancer du sein. On a au moins cette chance de pouvoir être dépisté, ce qui n'est pas le cas sur certains cancers. Ma mère est décédée d'un cancer des ovaires. J'ai appris que le cancer des ovaires ne pouvait pas se faire dépister aussi facilement. Souvent, il est trop tard quand on dépiste le cancer des ovaires. Ce n'est pas le cas du cancer du sein. Par contre, j'ai appris que le cancer du sein était relié au cancer des ovaires. Donc, quelque part, ma maladie, elle a démarré à travers un cancer du sein et ça aurait pu être les ovaires. Et en fait, voilà, j'aurais pas eu peut-être cette chance de dépistage que j'ai eu avec le sein. Donc allez-y parce que justement on a cette possibilité de se faire dépister, on a des solutions donc il faut les utiliser. Voilà. Donc ça c'est le conseil pour le dépistage et puis par rapport aux femmes qui traversent ça, l'important c'est de se faire aussi beaucoup accompagner par sa famille, ses amis. Bien sûr, quand on a une équipe médicale au top, c'est très important. C'est vrai que quand on a cette chance-là d'avoir un suivi, c'est important pour le moral. Et puis surtout de se dire que la vie continue, que la vie est là et que tant qu'il y a de la vie, c'est au-delà il y a de l'espoir, on a à faire. Faire à sa mesure, parce qu'après, c'est vrai que parfois, il y a des bouleversements de vie en fonction des soins qui doivent être mis en place pour des femmes, que ce soit au niveau de leur vie personnelle, au niveau de leur vie professionnelle. Donc, il y a effectivement une réappropriation de sa vie. Mais voilà, il faut faire à sa mesure, mais faire, être dans l'action. Et puis, de rire au maximum parce que finalement, c'est des moments de rire qui nous remplissent, qui nous permettent après d'affronter des moments plus difficiles. Mais bien sûr, on gardera ça en tête. Tant qu'il y a de la vie, j'ai perdu d'ailleurs ce que tu as dit. C'était pas tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir, c'était tant qu'il y a de la vie, il y a à faire, c'est ça? Oui. On gardera ça en tête du coup. Jenny-Claude, toi, est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner aussi éventuellement? Je ne peux que conseiller de vous faire dépister. Vous faire dépister tôt, c'est avoir des traitements moins lourds, c'est avoir un taux de guérison plus élevé. Donc retarder, ne pas y aller, c'est pour moi un mauvais choix. Et puis vous entendez Sandra qui est pleine de rire, pleine de vie.
moi, ce que je veux transmettre en tant que chirurgienne, et souvent les patientes, sur le coup, elles me prennent un petit peu pour une folle, mais c'est que finalement, le cancer, ça peut vous apporter du positif. La vie, elle peut être presque encore plus belle après, parce que on mesure tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a, les belles personnes qui nous accompagnent. Et souvent, ça révèle encore plus les femmes et ça fait des femmes encore plus puissantes et plus actives. Et voilà, comme l'a dit Sandra, tant qu'il y a de la vie, il y a à faire, il y a des actions à mener. Donc c'est ce que je veux faire passer, c'est un message positif. Merci beaucoup les filles. Avant de terminer, est-ce qu'il y aurait éventuellement un support que vous pourriez conseiller voilà, qui parle du cancer du sein, de témoignages, de comment ça se passe quand on traverse du coup cette aventure de vie, j'ai envie de dire, un livre, un podcast, je sais pas, une vidéo, une série Alors moi, en tant que chirurgienne, je peux que recommander le site de l'Institut du Sein Paris. Voilà, on s'y est beaucoup attelé. On s'y est beaucoup attelé, toute l'équipe d'ailleurs, surtout docteur Sarfati, si elle nous écoute, voilà, elle a vraiment voulu faire un site complet pour les patientes, pour qu'elles aient le maximum d'informations. On y retrouve aussi tous les webinaires qu'on organise, toutes les présentations qu'on peut faire aussi en congrès. Donc c'est une vraie source d'informations pour les patientes, en tout cas d'informations médicales et d'informations contrôlées. C'est vrai que pour les associations de patientes, moi, je les utilise moins. Alors, elles sont très nombreuses et elles font un travail magnifique. Mais ça, je vais laisser les patientes parler. Oui, c'est ça. Je vous ai parlé de l'association Amazon, mais il y en a plein. En Martinique, il y en a une autre qui s'appelle Matété. Voilà, et je pense qu'en métropole, il doit y en avoir aussi plusieurs qui accompagnent les femmes et à tous les niveaux, que ce soit au niveau psychologique, on parlait de la sexologie, de la sexualité, etc. Enfin, elles prennent vraiment beaucoup de choses en compte, ou des activités qu'elles mènent pour les femmes qui sont passées par là ou qui passent par là à l'heure actuelle. Faut pas hésiter à se faire entourer. Personnellement, j'ai été pas mal galvanisée par un exemple personnel autour de moi, donc il faut pas hésiter non plus à regarder autour de soi. C'est un monsieur qui s'appelle Serge, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et qui passe encore à l'heure actuelle par des cancers. Il a enchaîné plusieurs cancers. Et pourtant, il a toujours la patate. C'est exceptionnel. Il est toujours en train d'aider les autres. Et donc, en fin de compte, voilà, ça m'a beaucoup aidé dans cette situation. Et je pense qu'il faut pas hésiter à prendre le bon et le bonheur là où on peut le trouver, y compris quand les autres en donnent, quoi. Je pense que c'est un très beau mot de fin pour clôturer cet épisode. Alors merci beaucoup Sandra d'avoir partagé avec nous ton témoignage et merci Jenny-Claude aussi de nous avoir fait l'honneur de revenir encore une fois sur Truc de Meuf et de nous apporter toutes tes connaissances et tes conseils qui sont du coup médicales plus que du témoignage. Enfin, quoi que tu partages aussi un petit peu de témoignages de vécu avec tes patients. Donc merci beaucoup les filles pour ça. Ça a été un plaisir de partager cet épisode avec vous. Merci. On espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura permis de te sentir moins seule si tu es touchée par le cancer du sein ou simplement si tu souhaites être mieux informée si tu n'es pas concernée. Souviens-toi que c'est 1 femme sur 8 qui aura un cancer du sein au cours de sa vie, alors fais-toi un cadeau, palpe-toi. Et on ne le dira jamais assez, mais abonne-toi au podcast et suis-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Et nous, on te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!